Raoul, tu es là? On peut démarrer? Oui, je suis là, je suis là. On a On peut 14 en démarrer? ligne. Je crois qu'on Hmm. peut démarrer parce que le OK. timing. OK. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour, bienvenue à notre webinaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi. Comme vous le savez, depuis bientôt un an, nous essayons de peu plus d'un an, bien sûr, nous essayons de contribuer au renforcement des capacités des institutions de microfinance en participant à la diffusion des informations, mais des informations aussi. C'est une ambition que nous développons au niveau du cabinet FSH Expertise, qui est un cabinet qui est basé au Bénin et qui veut développer une offre de formation et de renforcement des capacités des institutions de microfinance en ligne. Aujourd'hui, la technologie nous offre beaucoup de possibilités pour renforcer les capacités, être connecté, être informé des évolutions. Et c'est notre ambition. Et depuis que nous avons commencé, nous sommes vraiment très contents de votre accueil. Et chaque fois, nous sommes heureux, nous sommes vraiment émus de vous voir très nombreux connectés pour suivre nos événements. Alors aujourd'hui, c'est nos webinaires gratuits qui sont aussi des espaces d'échange de bonnes pratiques, d'informations sur l'évolution du secteur, sur les meilleures pratiques. Alors depuis que nous avons commencé par les webinaires, mais depuis quelques temps, nous avons commencé les ateliers de formation en ligne. Et en 2011, nous avons déjà fait 7 ateliers avec plus de 250 participants. Pardon, non, nous avons fait comment dire, 7 ateliers avec plus de 160 participants. Le dernier, c'est un atelier gratuit qui a eu 50 participants. Donc, l'intérêt est là, les envies sont là et nous allons vraiment continuer à affiner nos offres pour être en phase avec vos attentes. Et notre prochain atelier de formation en ligne va porter sur la gestion de la relation client et la qualité de service. Et nous allons le faire avec un expert formateur en gestion de relations clients qui est un Malien, M. Mamadou Diango Sissoko. Et les frais d'inscription sont de 20 000 francs CFA, 40 $. Nous avons déjà envoyé des messages. Nous espérons que vous allez réagir bientôt pour vous inscrire à tous. Nous offrons des possibilités d'inscription qui s'attaquent à l'évolution de la technologie. Vous pouvez payer par mobile money, par virement bancaire, par transfert d'argent, Western Union, ainsi de suite. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant qui est une des évolutions du secteur, l'intérim. C'est quelque chose auquel on n'était pas habitué parce que on pensait beaucoup plus au risque. On a un personnel qui n'est pas responsable, qui n'est pas géré par l'institution. Or, la gestion de l'argent, qui est notre activité principale, nous amène à avoir des réserves par rapport à cette possibilité de recourir à un personnel qui n'est pas le nôtre. Mais depuis quelque temps, on remarque que pour développer certains produits, l'intérim, le recours à l'intérim est devenu la norme. Quand je pense par exemple aux produits de l'épargne tontine qui demandaient à ce qu'on se prenne chaque jour chez les institutions, les clients pour collecter l'épargne, de plus en plus d'institutions utilisent l'intérim pour pouvoir gérer ces personnels. Et nous sommes là aujourd'hui pour en discuter avec notre expert en la matière, M. Olainde Raoul Yakpa. Excuse-moi Raoul pour cette erreur. C'est lui qui va nous présenter et c'est un Béninois. Il est expert en ressources humaines. Il a travaillé dans les gestions de microfinance, mais aussi dans les organisations internationales. Il aura le temps de se présenter tout à l'heure davantage avant de nous présenter le contenu de son animation. Alors, pour faciliter l'animation, nous avons coupé les micros et les haut-parleurs des participants. Donc, pendant l'animation, si vous avez des questions, vous allez envoyer ça dans la boîte chat ou dans la boîte à questions. Si quelqu'un a envie de poser une question, il lève la main et nous allons lui donner la parole. Donc, nous vous remercions encore une fois pour la participation et je voudrais laisser la parole à M. Raoul Yakpa pour nous faire sa présentation, mais en commençant déjà par se présenter davantage par rapport à ce que j'ai dit. Merci beaucoup à tous. Raoul, vous avez la parole.
Et merci Sylvestre. Bonjour à tous, chers participants. Bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, je voudrais faire un rectificatif. Donc, mon nom c'est le prénom, Ola Indi Raoul, et puis le nom c'est Yakpa, Y-A-K-P-A. Il y a le P que Sylvestre a vendu. Et voilà, je le précise. Alors, bienvenue à tous à ce webinaire. Comme dit en introduction, je collabore avec le cabinet FSH et aujourd'hui nous allons discuter un peu de ce thème que vous avez vu, c'est le recours à l'intérim comme étant un facteur innovant, un facteur intéressant pour le SFD en termes stratégiques, mais aussi sur le plan financier. Voilà, je vous dis bienvenue. Je voudrais peut-être qu'on fasse un tour de table. Les participants viennent d'où, sont dans quel pays? Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir une idée? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Profession, non. Enfin, je vois déjà les noms et noms, mais profession, pays, peut-être que ça nous aiderait à faciliter les échanges. Sylvestre? Allô, Sylvestre? Sylvestre, est-ce que tu m'entends? Allô, Raoul? Oui, Sylvestre. Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Oui, tu n'arrives pas à partager l'écran? Tu as entendu tout ce que j'ai dit? Tu n'arrives pas à partager l'écran, c'est ça? Non, je demande si tu m'as entendu. Oui, je t'entends bien. J'ai fait une présentation, une introduction tout à l'heure. Oui? Une introduction tout à l'heure. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, c'est bien. Vas-y. Je partage, L'écran, ok. S'il vous plaît, si vous avez vous entendez, notifiez-nous ça dans la boîte chat si vous voulez. S'il vous plaît, notifiez-nous que vous entendez bien, que vous voyez bien l'écran de Raoul. Merci. Alors, si dans la boîte de discussion, on peut aussi, chacun peut écrire qu'est-ce qu'il fait, enfin, son poste et puis le pays d'origine, ce serait intéressant pour qu'on essaie de se connaître mieux. Allô? Allô? Monsieur Arwangino dit qu'il m'entend faiblement. Oui. Ça va mieux maintenant? Et il faut augmenter ta voix comme d'habitude. Je sais que tu parles faiblement, mais il faut parler un peu plus fort.
Et puis, Ok, ça va mieux maintenant, ça va mieux. oui, oui, Ok, ok, on t'entend très bien monsieur, maintenant. ok, monsieur Traoré, qui est à Ouagadougou, au Burkina. Oui, c'est le doyen Traoré de l'ancien de la FESECAM. Ok, Merci d'être venu. merci, merci à tous. Monsieur Ok, donc Kalaga, tu peux oui, y aller, hein? je peux y aller, D'accord. oui. Alors, pour représenter un peu le contexte, euh, il faut dire que les entreprises, qu'elles soient en Afrique et partout, euh, pour leur fonctionnement, ont besoin de main-d'œuvre. Et pour ça, elles recrutent du personnel pour pouvoir réaliser les activités et leurs missions. Et donc, la gestion de ces employés face aux différentes contraintes, aux différentes contingences, cette gestion-là devient de plus en plus difficile, de plus en plus exigeante, surtout au regard de la loi, au regard des contraintes socio-économiques et surtout sanitaires pour rester collé à l'actualité. Et donc, cet état de choses amène les dirigeants à réfléchir pour s'adapter. S'adapter, c'est-à-dire trouver des solutions innovantes et pouvoir répondre aux exigences du moment. Et donc, les SFD ne font pas exception à ces réalités. Et c'est pour cela que les solutions, l'une des solutions pour lesquelles ils optent, c'est d'employer d'autres catégories de ressources humaines, à savoir l'intérim. Donc, les SFD peuvent avoir recours à l'intérim. Alors, une fois le contexte déroulé, on va voir. C'est un peu lent, c'est un peu lent, le temps que ça télécharge. La connexion n'est pas de tout favorable. Quelques soucis techniques que j'essaie de régler. Peut-être qu'il faut arrêter et relancer. Allô? Oui, j'ai quelques difficultés techniques. Ça ne défile pas? Non, ça ne défile pas. Ah, ok. Je vais alors faire ici. C'est mieux, c'est mieux. Tu as changé, tu avais dit que tu avais changé la formule, non? Tu peux me renvoyer ça? Voilà. D'accord? Ok. Envoie-moi ça, là, je vais exploiter. Désolé, notre animateur a quelques problèmes avec sa machine. Il va m'envoyer la présentation tout de suite là et puis on va redémarrer la présentation ici. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Monsieur Noum, merci. Merci au doyen Traoré. Monsieur Séné, depuis le Burkina. Merci beaucoup.
Je viens de te l'envoyer. Ok. Je viens de l'envoyer. Confie-moi dès que tu le reçois. C'est bon. Ok, voilà. C'est bon maintenant, tu peux reprendre. À chaque fois, je passe alors. Alors, ok, donc j'avais fini avec le contexte, mais est-ce qu'il faut que je reprenne? C'est bon. Ok. Non, non, non. Sylvestre, remonte. Non, remonte. Voilà. J'avais fini avec le contexte. On va aborder maintenant le plan. Le plan. Diapo suivant. Ok, donc le plan, il se présente sur trois grands points. Nous allons parler rapidement des pratiques courantes de GRH dans les SFD. Ensuite, nous allons introduire la question de l'intérim à travers les généralités. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'intérim. Ensuite, nous allons décliner les responsabilités des différentes parties. Et en troisième partie, nous allons aborder les contributions du recours à l'intérim à l'atteinte des objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Et à ce niveau-là, nous allons parler aussi bien des avantages stratégiques, des questions de réduction de coûts et des risques éventuels auxquels les SFD devraient être confrontés et contre lesquels ils devraient se préparer. On peut avancer, Sylvestre? Alors, première partie, les pratiques courantes de GRH dans les SFD. Alors, comme vous savez, nous avons plusieurs profils qui interviennent, dont on a besoin dans les SFD. Il s'agit de métiers de caissier, de guichetier, d'agent de crédit, de portefeuille ou de recouvrement, selon l'institution. Et nous avons les comptables, nous avons les juristes, les gérants, directeur général et autres profils selon le cas. Donc, le recrutement du personnel, comme vous savez, exige du temps. Exige du temps parce que c'est un processus long. Vous connaissez les différentes étapes, vous qui êtes les professionnels ressources humaines ou SFD. Il faut préparer l'annonce, il faut publier, il faut recevoir les candidatures, il faut les éplucher, il faut étudier les dossiers, il faut faire une sélection, il faut convoquer les gens pour le TCT, après entretien, et voilà, il faut délibérer, et maintenant faire les formalités de prix de service et autres. Donc, c'est un processus qui consomme en temps, en énergie, mais aussi qui a un coût, parce que toutes les personnes qui travaillent, qui sont mobilisées sur le processus de recrutement, quand on l'évalue, il y a forcément un coût derrière. Et ça, c'est quand le processus est internalisé. Quand vous l'externalisez, quand vous confiez à un cabinet de recrutement, vous voyez, vous devez payer. Donc, c'est un processus long et coûteux. Sylvestre, on peut continuer. Alors, toujours en ce qui concerne les pratiques, le suivi du personnel. Une fois qu'on a recruté du personnel, il faut maintenant faire un suivi. Et quand je parle de suivi, c'est... non. Reviens s'il te plaît.
Voilà. Quand je parle de suivi, il s'agit essentiellement de la gestion administrative du personnel. C'est l'élaboration des contrats, le travail, les formalités d'enregistrement, l'édition des titres de congés et autres absences, les certificats de travail, les fiches de paye, bref, tout ce qu'il y a comme tâches administratives récurrentes en matière de gestion du personnel. Il y a ensuite la mise à jour des dossiers du personnel. Toute entreprise sérieuse qui recrute du personnel doit ouvrir pour chacun, pour chaque employé, un dossier qui contient un certain nombre de pièces que vous connaissez. Et ces dossiers doivent être mis à jour régulièrement. Il y a ensuite une tâche importante qui est le traitement salarial. Donc, chaque mois, parce que généralement la période de paye dans nos SFD, c'est le mois. Et donc chaque mois, il faut traiter la paye. Et la phase finale du traitement n'est facile, n'est possible que quand on a tout au long du mois collecté des données qui vont nourrir le traitement proprement dit. Il y a ensuite le suivi de la carrière des employés, qui on a recruté aujourd'hui comme caissier, au regard de ses ambitions de carrière, après combien d'années il va se retrouver, je dis n'importe quoi, agent de portefeuille ou chef guichet, quelque chose de ça. Ensuite, il y a la question de la discipline et des sanctions qu'il faut gérer. En cas de manquement au règlement intérieur, en cas de faute grave, il faut faire la procédure, il faut prononcer des sanctions. Et ces sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement, qui est la sanction utile. Donc, face à ce listing d'activités, de tâches courantes et récurrentes, parfois rébarbatives, que faut-il faire? Il faut penser à optimiser. Il faut penser à optimiser. Donc, l'optimisation consiste à faire quoi? C'est ça que nous allons voir. Je laisse un peu ouvrir. Paul, tu peux parler un peu plus fort? Donc, je disais, face à ce listing, face à ces tâches récurrentes et rébarbatives, parfois, il faut s'adapter. Il faut trouver une solution meilleure. Il faut optimiser. L'optimisation passe, comme nous l'avons dit, par l'intérim. Et nous abordons ainsi le grand 2 sur la présentation du jour, c'est les généralités sur l'intérim. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intérim? Nous avons vu que l'intérim est une relation tripartite. Donc, quand on parle d'intérim, il y a 3 parties à voir. On s'attend à voir un salarié, ensuite l'agence d'emploi pour l'intérim et l'entreprise utilisatrice ou cliente. Donc voilà les 3 parties, le salarié, l'agence d'intérim et l'entreprise utilisatrice ou cliente. Donc l'agence de travail temporaire va recruter et embaucher un salarié qu'on appelle intérimaire pour une durée déterminée et cet intérimaire sera mis à la disposition de l'entreprise cliente. Donc voilà ce que c'est que l'intérim. Nous allons voir au regard du contexte des lois qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'intérim. Voilà, donc fondement juridique de l'intérim au Bénin. Sylvestre, tu peux revenir d'un pas, s'il te plaît? Voilà, merci. Fondement juridique de l'intérim au Bénin. Avant la loi de 2017, qui fixe les conditions, la procédure d'embauche, de placement de main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail. Cette loi de 2017, avant elle, la pratique de l'intérim existait, mais n'était pas vraiment réglementée au regard du Code du travail. Donc cette loi de 2017 est venue à préciser un peu, a pris en compte la notion de l'intérim, notamment dans les articles 17 et suivants. Alors, c'est dans la sous-section travail intérimaire que l'article 17 dispose: le travail intérimaire est la situation où un intérimaire, appelé travailleur, est employé dans une entreprise de travail intérimaire
qu'on appelle encore société d'intérim. Et dans ce cas, qui est l'employeur? Et donc, le travailleur est employé par une entreprise en vue d'être prêté à une entreprise utilisatrice appelée client. Et le travail se fait réellement dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise client. Donc, au Bénin, c'est la même réalité. On voit toujours les trois acteurs, l'entreprise, l'employeur, d'accord, la société d'intérim. Ensuite, il y a l'employé, celui qui va réaliser l'activité. Et après, il y a le client, c'est-à-dire l'entreprise au sein de laquelle le travail va se dérouler. On peut avancer, Sylvestre? Oui, alors, on est allé un peu trop là. Sylvestre, tu peux revenir d'un pas, s'il te plaît? Alors, donc, les responsabilités des parties. Nous avons vu dans la diapo précédente les trois parties qui interviennent dans l'intérim. Donc, nous allons aborder chacune des parties, leurs différentes responsabilités, et de façon non exhaustive. Donc, j'ai juste listé quelques-unes des responsabilités clés. Alors, nous commençons par la cliente, c'est-à-dire l'entreprise qui fait recours aux intérimaires, l'entreprise qui utilise les intérimaires. Cette entreprise, en termes de responsabilité, a l'obligation de négocier et de signer des contrats de placement ou de mise à disposition avec une société d'intérim. Parce que avant que les intérimaires ne soient déployés, il faut bien un contrat de base qui stipule les différentes conditions, dans quel cas on déploie du personnel, et à quelles conditions. Et pour que ça se fasse, il faut que, une fois que le contrat de base est signé, que la cliente exprime un besoin. D'accord? Saisisse la société d'intérim et lui dire nous avons besoin de tel profil, tel effectif à telle échéance. Ensuite, une fois que les propositions sont faites, une fois que la cliente reçoit les propositions de profil, de CV, il faut qu'elle valide les ressources proposées par la société. Après, une fois que les ressources sont mises à disposition, il faut que la cliente ou l'utilisatrice les utilise de façon qui soit conforme aux conditions du contrat de base. Après, il y a le suivi des ressources et des remontées d'informations à l'employeur. On va voir tout à l'heure que la cliente, c'est vrai, elle utilise les ressources, mais elle est limitée en termes d'action à prendre, surtout en termes de discipline, en termes disciplinaires, en termes de sanctions à prendre. Il faut qu'elle remonte à l'employeur toutes les situations et c'est à l'employeur de prendre les décisions et les dispositions. Et puis après, bien évidemment, il faut bien qu'elle paye à l'entreprise, à la société d'intérim, le montant de la prestation. La liste n'est pas exhaustive, mais comme j'ai dit, on peut la compléter, mais voilà les responsabilités clés de la cliente, c'est-à-dire de l'entreprise utilisatrice. Ensuite, nous allons aborder les responsabilités d'une autre partie, celle de la société d'intérim. Alors, qu'est-ce que la société d'intérim est censée faire? Premièrement, il faut qu'elle formalise son existence légale. Vous savez qu'en tant que société d'intérim, on ne se lève pas pour commencer par exercer. Il faut qu'elle dépose un dossier conformément aux dispositions, qu'elle fournisse toutes les pièces et qu'elle obtienne l'agrément d'autorisation d'exercer en tant que société d'intérim. Ensuite, une fois qu'elle existe légalement, elle part négocier et signer des contrats de placement avec des sociétés, avec des clients, donc les sociétés bénéficiaires ou utilisatrices. Ensuite, une fois que ces contrats de base sont signés, elle reçoit l'expression de besoins des différents clients en termes de profil à mettre à disposition, en termes de délai, en termes
le nombre d'employés à déployer. Ensuite, il y a l'identification et la mise à disposition des ressources demandées. C'est ce que j'expliquais. Il faut qu'elle puisse, une fois qu'elle a reçu l'expression des besoins des clients, si elle a une base de données, elle constitue, elle fait un appel à candidature et puisse mettre à disposition les ressources conformément au profil indiqué. Ensuite, il y a, une fois que ces ressources sont identifiées, de procéder à la signature de contrat de travail d'intérim avec ces ressources intérimaires. Et même chose avec les fiches de poste, puisque pour que les ressources intérimaires puissent faire le travail auprès des clients, il faut bien qu'elles connaissent le contenu de la fiche de poste, il faut qu'elles sachent la nature du travail qu'ils doivent exécuter auprès du client. Et puis, bien évidemment, la société d'intérim doit procéder à un certain nombre de formalités, à savoir l'embauchage auprès de la CNSS, les formalités de visa des contrats, ainsi de suite. Il y a ensuite le paiement des salaires des travailleurs. Vous voyez, l'employeur ici, c'est la société d'intérim. Bien que le travailleur travaille auprès d'une société utilisatrice ou une société cliente, la société cliente ne paye pas directement le travailleur intérimaire. Le paiement des salaires se fait par l'employeur qui est ici la société intérim. C'est un point important qu'il faut relever. Ensuite, il y a le suivi des ressources déployées. Donc, les ressources, c'est vrai, sont déployées auprès du client, une société tierce, mais il faut bien que l'employeur continue de jouer son rôle de motivation, d'évaluation de la performance, c'est vrai, en collaboration avec la société bénéficiaire, avec la société client. Il faut que l'employeur prenne des sanctions en cas de faux professionnel et ces sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement quand c'est avéré. Donc l'employeur continue de jouer son rôle bien que les ressources soient déployées auprès du client. Sylvestre, on peut passer à la troisième partie, le travailleur. Qu'est-ce que le travailleur doit faire en tant que tel? Il doit négocier et signer son contrat. Donc, avec la société d'intérim, le travailleur intérimaire négocie et signe un contrat. Ensuite, il doit fournir les pièces constitutives du dossier, comme tout employé. Il doit fournir CV, l'acte de naissance, les diplômes, son livre d'identité bancaire et un certain nombre de pièces nécessaires à la constitution de son dossier. Ensuite, il doit prendre connaissance et il doit signer à laquelle il doit exécuter le travail. Il doit ensuite prendre service conformément au planning établi au sein de la société cliente. Et puis, une fois que la prise de service est faite, il doit exécuter les tâches conformément à la fiche de poste qu'il aurait signée avec son employeur, mais au profit de la société cliente, la société bénéficiaire. Alors, nous abordons maintenant le dernier point, qui est la contribution de l'intérim à l'atteinte des objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. D'abord, en ce qui concerne les objectifs stratégiques, on va voir que c'est un choix de plus en plus optimiste pour les résultats stratégiques, parce que, par exemple, on va noter qu'il y aura une augmentation de la part de marché pour les sociétés ou les SFD qui auraient fait recours à l'intérim, parce que par exemple, ça permettra, nous allons le voir plus loin, d'avoir une part de marché plus grande, ça permettra d'avoir un accroissement plus rapide de la portée des interventions du SFD. Ça va permettre d'avoir une meilleure satisfaction des clients. Ça va permettre une amélioration de la viabilité des SFD, puisque la clientèle va s'augmenter, il y aura une meilleure satisfaction, donc il y aura un meilleur ancrage des interventions de ces, donc plus de viabilité et plus de visibilité.
Ensuite, en ce qui concerne les avantages opérationnels, nous allons voir un assouplissement de la procédure et des délais de recrutement. Vous voyez, dans le cadre classique formel, le SFD pilotait lui-même son recrutement. Il lui fallait passer en revue toutes les étapes du recrutement, avec tout ce que cela comporte comme dépenses en temps, en ressources financières et tout ça. Avec l'intérim, on voit un assouplissement, on voit une célérité. Alors, comme un autre avantage opérationnel, il y a les ressources humaines disponibles en peu de temps et à moindre coût. Vous voyez, généralement, l'intérim devient moins cher et dès que le besoin est exprimé, la société d'intérim disposant déjà d'une base de données, de certains profils prêts à être déployés, dès que les besoins sont exprimés, dans les 2-3 jours au plus, les ressources sont mises à disposition. Alors que si le SFP devrait lui-même conduire son processus de recrutement, vous savez qu'il est parti pour plusieurs semaines. Un autre avantage opérationnel, c'est une meilleure couverture géographique. Bien évidemment, quand vous avez plus de ressources dans les meilleurs délais à moindre coût, et bien votre couverture géographique s'en ressent automatiquement. Et conséquence, c'est une certaine proximité avec les clients. D'accord? Vu que la couverture géographique est améliorée, forcément, il y a une proximité aussi plus grande avec les clients et automatiquement une meilleure marge bénéficiaire. Donc, on fait plus de profit à travers le recours aux intérims. Alors, un autre avantage sur le plan financier, c'est les réductions de coûts, les réductions de charges. D'accord? Il n'y a plus ici à prendre en charge les dépenses liées au recrutement, publication d'avis, des bénéfices à ce niveau-là. Un autre avantage financier, c'est l'accroissement des produits financiers. Les financiers pourront vous expliquer plus facilement que quand on dépense moins pour supporter les charges, forcément, il y a un accroissement au niveau des produits financiers. Et bien évidemment, comme conséquence, il y a une amélioration de la rentabilité et donc plus de bénéfices à redistribuer aux propriétaires, on les appelle déjà, aux promoteurs, ainsi de suite. Par contre, c'est vrai, il y a des avantages, mais la question de l'intérim, le recours à l'intérim n'est pas sans risque. Par exemple, j'ai pu identifier quelques risques. Le premier, c'est une telle implication organisationnelle des ressources humaines. Vous voyez, quelqu'un qu'on vous met à disposition dans l'entreprise, il vient, il ne connaît pas forcément la vision, la mission. C'est vrai, on va le briefer un peu, mais il est un peu comme un étranger entré dans l'entreprise. Ça fait que son implication va prendre du temps. Alors que si le recrutement avait été conduit directement par l'entreprise elle-même, l'implication est plus forte. Un autre risque potentiel, c'est la faible motivation des intérimaires. Vous voyez, par expérience, généralement, les intérimaires sont un peu, on va dire, les parents pauvres, parce que dans l'entreprise, on voit un traitement à grande vitesse. Le personnel titulaire a des avantages auxquels les intérimaires. Cela pourrait justifier un faible rendement parce que une démotivation des intérimaires vis-à-vis du personnel titulaire. Voilà les risques potentiels que nous avons identifiés, mais qui, quand ils sont bien gérés, quand ils sont bien anticipés, font l'affaire des SFP, c'est-à-dire des clients bénéficiaires. Alors, en conclusion, nous allons dire que l'intérim pour les SFP est une opportunité, en sachant que ce mode de recrutement, ce mode d'identification ou de recours aux ressources humaines n'est pas nouveau, parce que
de plus en plus utilisé par les banques, les opérateurs GSM, et même les organisations internationales ont recours à l'intérim pour déployer leurs projets et programmes. Nous avons identifié des risques tout à l'heure, quelques risques qu'il faut que les SFB s'engagent avec les sociétés d'intérim vis-à-vis de la loi. Donc, les SFB, pour minimiser les risques, devraient s'engager avec les sociétés d'intérim en règle vis-à-vis de la loi. Votre disposition à prendre, c'est de respecter les obligations contractuelles. Donc, il ne s'agit pas de signer des contrats de base avec des sociétés d'intérim et de ne pas pouvoir respecter les obligations auxquelles on a souscrit, surtout en termes de paye. Et puis après, il est toujours important pour les SFB, en collaboration avec l'autre partie prenante, c'est-à-dire la société bénéficiaire, la société cliente, de définir un cadre de collaboration, de définir un process avec ces sociétés-là pour savoir dans quelles conditions on déploie, sur quel délai, qu'est-ce que chacun doit faire pour que l'intérim soit effectif. Donc voilà globalement présenté le contenu de ce que j'avais à partager avec vous en termes de recours à l'intérim pour les SFB. Toute comparaison faite, c'est forcément un retour gagnant pour les SFB. On gagne en cours, on gagne en termes de formalité et on gagne même en termes de gestion de la discipline. Hein, il faut suivre l'employé, il faut donner des manifestations en respectant les formes prévues par la loi et tout ça. Si on n'a pas un spécialiste de la question en interne, je crois que c'est mieux d'externaliser et de faire des économies de coûts et de temps. Voilà, chers participants, nous sommes à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et vos contributions, vos questions de compréhension, forcément, sans doute, de nourrir les discussions et de permettre à chacun de savoir à quoi s'en tenir, de savoir quelles décisions prendre, surtout sur le plan stratégique, pour engager les SFP sur ce chemin-là, sur la réduction de coûts surtout. Je vous remercie. Merci Raoul, merci à notre intervenant pour sa présentation. Merci aussi aux participants pour avoir écouté. C'est vrai que la qualité de l'audio due au fait que les engagements professionnels de notre animateur ne lui ont pas permis de trouver un cadre plus agréable pour faire sa présentation. Mais ce qu'on va retenir, c'est que dans sa présentation, Raoul a appelé un peu les pratiques de GRH. Généralement, c'est les institutions elles-mêmes qui gèrent tout le processus de recrutement. Il a aussi rappelé la notion d'intérim qui, pour lui, met en relation trois parties, c'est-à-dire le travailleur, le client qui est l'institution et la société d'intérim. Et il a essayé de mettre en œuvre la responsabilité de chaque acteur, les responsabilités principales de chaque acteur, où on voit bien qu'un travailleur fait un travail pour une institution tierce, mais est payé par une autre. Et c'est là que ça change un peu les choses. Mais il a aussi montré comment, avec le recours à l'intérim, les institutions peuvent avoir des gains au niveau stratégique en ayant rapidement la possibilité d'augmenter leur part de marché, puisqu'elles ne sont plus obligées par elles-mêmes de gérer beaucoup de choses avant d'avoir des ressources humaines. Elles peuvent faire le poids des agents intérimaires, ce qui limite ce nombre de process, ce qui limite aussi les charges. Sur le plan opérationnel, il a montré comment le recours à l'intérim peut faciliter la proximité avec les clients, la satisfaction des clients. Aujourd'hui, les institutions arrivent à diversifier. Si on prend le produit d'épargne tontine qui utilise aujourd'hui le plus de recours à l'intérim, c'est grâce à ce produit que beaucoup d'institutions se font connaître davantage et arrivent à attirer des clients pour d'autres services importants comme le crédit. Mais l'intérim peut être aussi utilisé pour d'autres aspects comme
le contrôle interne qui demande, l'audit interne qui demande peut-être des ressources humaines importantes. Ça peut être aussi utilisé pour la coordination des agents, la supervision de certains nombres d'opérations. Par exemple, des agences éloignées, vous pouvez recourir à l'intérim. Mais il a aussi montré que ça aide à améliorer la rentabilité de l'institution puisque vous réduisez les charges, vous augmentez vos produits. Donc, c'est clair que quelque part, la rentabilité va être au rendez-vous. Mais il y a des risques. Le risque, c'est le manque d'implication institutionnelle des agents. Donc, l'engagement institutionnel est difficile à mesurer parce que la personne, même si elle travaille pour vous, elle n'est pas payée par vous. Donc, comme on le dit, c'est la main qui donne, c'est la main là qui commande. Donc, la reconnaissance peut-être ne pas être totale au niveau de l'institution pour aider l'institution à réellement relever tous les défis. D'accord? Il a aussi montré que le fait que les personnes sont des intérimaires, leur traitement n'est peut-être pas le meilleur et ça peut créer d'autres choses au niveau du personnel. Mais il a aussi montré qu'il y a des solutions. Hein. Il a réellement, en conclusion, montré que c'est important aujourd'hui, c'est intéressant pour les institutions de microfinance de recourir à l'intérim, d'accord? Mais il faut qu'elles le fassent avec des agents qui sont, des agences qui sont reconnues, qui respectent la loi, et aussi avoir à l'interne un processus qui permet d'échanger avec les agents pour trouver des solutions aux difficultés qu'on rencontre dans ce processus. Parce que, comme il a dit, il y a toujours des difficultés. C'est intéressant, mais il y a des risques à gérer ensemble. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette présentation. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous avez aussi, des expériences à partager dans le domaine, vous pouvez lever la main. Déjà, il y a Kossi Kokou Ngonou qui voulait savoir. Et la question de responsabilité du travailleur. Qui assume le risque de fraude du travailleur, par exemple? Raoul, est-ce que vous pouvez donner une solution à cette préoccupation de Kossi? Il voudrait savoir qui assure le risque de fraude du travailleur. Et à ce niveau-là, il faut nuancer. Si c'est un risque de fraude, alors il y a la responsabilité personnelle de l'employé qui est engagé. La responsabilité personnelle de l'employé, parce que on peut le poursuivre au plan pénal. D'accord? Et donc, l'employeur, je dis l'employeur, la société d'intérim prend ses responsabilités. Le client se plaint à la société d'intérim et l'employeur prend ses responsabilités pour poursuivre, punir. Maintenant, après, on peut prendre des mesures, d'accord? Le client peut demander à l'employeur de substituer, d'accord? De payer des dommages et intérêts et couvrir les dommages causés par son employé, quitte à ce que lui-même poursuive l'employé et puisse avoir réparation. Donc, on va dire que c'est dans les deux sens. L'entreprise bénéficiaire, la cliente qui a été lésée, se retourne vers la société d'intérim, mais cela n'exclut pas la responsabilité civile pénale de mise en cause du travail. Oui, je suis d'accord tout à fait. Vous savez, dans notre cas où les institutions, par exemple, si on prend le domaine de l'épargne, l'intérimaire, il a collecté l'épargne pour une institution de microfinance, il vole l'argent, qui paye. En attendant qu'il soit pénalement reconnu coupable, c'est peut-être qu'on aime mettre en place un processus de remboursement. Qui va payer le client? Est-ce que dans les accords, il y a des responsabilités quand même de la société d'intérim pour peut-être, sur la base d'assurance ou bien sur la base de certains provisionnements, à prendre en charge ces genres de fraude? Oui, le tout dépend du contenu du contrat. En tous les cas, les sociétés bénéficiaires, c'est-à-dire les clients, ils, de plus en plus essayent de mettre une clause de garantie dans le contrat. Face à ces situations-là, ils n'en sortent pas perdants. Donc, justement, ça pose la question du sérieux dans le recrutement, c'est-à-dire les sociétés d'intérim là, qui elles recrutent. Est-ce qu'elles veillent à recruter des personnes de bonne moralité ayant le profil reconnu, indiqué pour les mettre à disposition? Parce qu'il y va aussi de la renommée de ces sociétés d'intérim. Parce que quand vous envoyez une fois, deux fois des gens de moralité douteuse
et qui vont s'illustrer négativement là-bas, je crois qu'il n'y aura plus de spontanéité à vous solliciter prochainement. Donc, ces sociétés d'intérim jouent également, on va dire, la survie, quoi. La crédibilité. Alors, je voudrais inviter le gérant Igola à reformuler sa question parce qu'il n'a pas bien compris. N'a-t-il pas de risque lié à la société de l'utilisation? Est-ce que c'est la société cliente? C'est dans notre cas l'IMF. En attendant, il y a M. Noum qui voudrait savoir comment se fait la gestion des dossiers de l'employé intérimaire. Oui, l'employé, c'est vrai qu'il est intérimaire, mais il est employé avant d'être intérimaire. Donc, son employeur, c'est-à-dire la société d'intérim, va ouvrir un dossier pour lui normalement, qui va être géré comme s'il était là présent dans l'entreprise, avec dedans tous les documents d'explication, contrat et tout. Maintenant, le client, aussi pour des raisons de suivi de ses effectifs, peut décider d'avoir un classeur à son niveau là-bas pour savoir, voilà, le personnel, les effectifs que nous utilisons. On a, je ne sais pas moi, 50% de personnel titulaire, on a 50% d'intérimaires. Et les intérimaires, voici le dossier. Le dossier peut être aussi élaboré au niveau du dossier de l'employeur, mais on va avoir quelques documents clés, au moins pour identifier le personnel intérimaire qu'on utilise. Voilà. Surtout pour des questions d'audit et autres. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci pour ces questions-là. Alors, il y a toujours cette question, quand on parle d'intérim, il y a toujours cette tendance à croire que c'est de la précarité de l'emploi. Alors, est-ce que les contrats qu'ils ont avec les agences d'intérim, est-ce que ces contrats donnent une certaine stabilité à l'emploi? Vous savez, l'intérimaire, on lui fait recours quand le besoin se fait sentir. Vous voyez, on ne le recrute pas pour le garer au sein de la société d'intérim. Donc, c'est au fur et à mesure que le besoin se fait sentir que l'intérimaire est sollicité. Mais on peut être intérimaire pendant plusieurs années. C'est vrai que la loi dit que le contrat d'intérim doit avoir un terme connu. D'accord? Mais on peut renouveler ça. Hein? On peut dire que c'est un an, après on renouvelle si le besoin est toujours là. La question de la précarité, c'est à prendre avec des pincettes. Je connais des gens qui sont intégrés depuis plusieurs années, depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais c'est comme s'ils étaient au sein de l'entreprise. Ils continuent de travailler normalement. Leur carrière est suivie, ils ont le salaire. Ok, oui, bon, bien sûr, quand on dit ça, c'est des éléments de sécurité sociale, la prise en compte des assurances. Est-ce que les intérimaires, généralement, est-ce qu'ils ont ces éléments pour leur donner une certaine conscience professionnelle et peut-être aussi un engagement institutionnel au profit de l'institution cliente qui les utilise? Oui, il est du devoir de c'est-à-dire de la société d'intérim, de veiller à ce que toutes ces formalités sont remplies parce que quand il recrute du personnel, tout employeur qu'il est, il doit remplir cette formalité-là. Il doit déclarer le personnel, il doit payer les cotisations régulièrement. Donc, si la société d'intérim est sérieuse, elle doit se donner les moyens de remplir cette formalité-là, ces devoirs-là vis-à-vis de ses employés, qui sont en mesure de réclamer si cela n'était pas le cas. Ok, merci beaucoup. Il y a Gérard Igolo, qui se fait appeler Gérard Igolo. On va lui permettre de s'appeler, d'intervenir en direct pour nous dire sa préoccupation. Activez votre micro, Gérard Igolo. Ok, bonsoir. Présentez-vous, Gérard Igolo, c'est qui? Oui, c'est une erreur d'enregistrement, c'est M. Moupati Adjimaro. Ah, ok, Moupati, bienvenue. Ok. Posez votre question. Ma préoccupation est simple, hein, c'est pour bien comprendre les risques qui sont liés à la société utilisatrice, surtout en ce qui concerne le secret professionnel et comme dans le cas des SFD, l'utilisation de son système d'information. Comment, après le temps passé par l'intérimaire dans une société utilisatrice, cette société va arriver à pouvoir maîtriser les risques qui sont liés à la ventilation de son secret professionnel ou bien l'implémentation de son
systèmes d'information pour autres structures à moindre coût. Par exemple, on peut aussi faire le recours à l'intérimaire au poste d'informaticien. Oui. Maintenant, si c'est le cas, comment ça pourrait être géré? Merci pour... Merci. Voilà les risques de secret professionnel. Voilà un exemple de risque de secret professionnel que vient de relever notre ami Gérard Igolet Mbati. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, ce que je peux répondre, c'est que, ces risques de divulgation du secret professionnel ne sont pas seulement inhérents à la nature, c'est-à-dire au statut d'intérim. Même quand vous avez du personnel titulaire, s'ils veulent divulguer, ils vont le faire. Maintenant, les dispositions qu'on prend en amont, c'est quoi? C'est, comme vous savez, les différentes fiches, les différents engagements, les différents qu'on fait signer aux gens, chartes et autres codes de conduite pour s'engager à ne pas divulguer ces informations même après la prise du contrat. Donc, il revient à la société cliente de prendre des dispositions, c'est vrai, en fonction de la sensibilité des postes, de savoir comment piloter, puis déployer à quel poste pour préserver la traçabilité et la sensibilité des informations. Merci beaucoup pour cette réponse claire. Même dans l'institution normale, il y a les risques les risques de non-confidentialité. Donc, c'est clair que si on soumet les gens au risque de non-confidentialité, à des obligations de confidentialité, ça va permettre de gérer ça. Et souvent aussi, on a des cas où, après des années d'intérim, vu l'efficacité, le professionnalisme de l'intérimaire, on finit par l'intégrer dans le personnel de l'institution. Hein. On a des exemples comme ça. D'autres préoccupations? Alors, je pense qu'il y a Pascal, qui pour lui ne passe qu'à Rwandéo, je pense. Il n'arrive pas toujours à voir l'intérêt, hein, l'avantage qu'une IMF a à recruter de la main-d'œuvre intérimaire. En quoi la main-d'œuvre intérimaire est moins coûteuse pour l'entreprise utilisatrice? Je l'ai dit un peu au début, oui. Au long de la présentation. Déjà, quand on prend même le processus de recrutement en lui-même, c'est un processus qui est long, qui est coûteux. J'imagine que si on veut recruter 5 agents d'épargne, il faut en interne au moins 1 à 2 personnes pour faire le travail de recrutement. C'est-à-dire, rédiger l'avis de recrutement, publier, recevoir les candidatures, les étudier, les analyser, convoquer les gens pour un test écrit, corriger les tests, après convoquer les gens pour l'entretien, s'asseoir pour organiser l'entretien, délibérer. Voilà, tout ça, ça prend du temps et ça a un coût. Parce que par exemple, si on doit publier les avis de recrutement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet facilite les choses, mais si on veut publier dans des journaux, dans l'audience, il faut payer de l'argent. Et voilà, donc tout ceci mis dans la balance, forcément, si on externalise le processus, on confie ce recrutement à un cabinet, dans les 72 heures ou plus, on vous met à disposition les profils que vous recherchez. Donc ça, c'est un gain énorme, aussi bien en temps qu'en ressources financières. Et puis après, j'ai insisté dessus, les formalités liées à la gestion de la discipline. Vous voyez, en cas de fraude, en cas de faute professionnelle, la société bénéficiaire n'a rien à y voir. Elle fait juste un rapport, elle saisit juste la société d'intérim qui prend ses responsabilités. Et vous savez avec moi que les questions de discipline, processus de licenciement et tout ça, c'est fastidieux. C'est fastidieux et c'est long. Donc, le SFD n'a pas à gérer ça. Il se concentre sur je vais dire, sur l'essentiel. Les questions de gestion administrative et autres, la société d'intérim en charge. Et pendant ce temps, en même temps, le contrat prévoit que quand l'employé mis à disposition est indisponible, en même temps, la société d'intérim envoie quelqu'un d'autre en remplacement pour faciliter, pour garantir la continuité du service.
Ok, donc en termes d'intérim, la gestion des congés, le remplacement en termes de congés des intérimaires, c'est géré aussi par l'agence d'intérim. Exactement. Parce que c'est lui l'employeur, c'est lui qui gère tout. En fait, c'est comme si l'employé était là, présent dans les locaux. Ok, donc l'employé est présent 12 mois sur 12. Non, il a droit au congé. Oui, mais vous vous assurez que le poste qu'il occupe au niveau de l'institution est fonctionnel 12 mois sur 12, c'est ça? Exactement, exactement. Ok, Parce donc qu'il ça c'est dépend des vraiment parce conditions. que on sait par exemple que c'est difficile pour les institutions d'organiser le départ en congé des caissières, de beaucoup d'agents de crédit. Recourir à l'intérim vous libère de cette difficulté et que vous avez la garantie d'avoir un personnel opérationnel 12 mois sur 12. C'est ça, c'est bien ça. Ok, Tout est question d'organisation et de planification. bien sûr. Merci. Alors, notre ami Gérard Igolo revient. Ok, il y a Salomon Ourou qui voudrait savoir l'indemnité ou la rémunération de l'intérimaire est-elle égale au salaire du titulaire ou moins? Bon, enfin, il n'y a pas comparaison, je veux dire. On est là en face de deux entreprises. On a la société d'intérim Oui. qui a sa grille salariale, qui a ses réalités internes. Et on a la société cliente qui a aussi sa grille, qui a ses réalités. Les deux ne doivent pas être comparés. Chacun évolue, je veux dire, dans sa marmite. C'est juste que l'intérimaire s'entend avec son employeur, c'est-à-dire la société d'intérim, sur les conditions. Et il va au sein de l'entreprise utilisatrice pour remplir son devoir, pour exécuter le travail. Donc, on n'a pas intérêt à comparer les grilles. Je crois qu'on n'a pas intérêt à comparer les trucs. Il faut juste voir si les clauses de départ sont respectées entre l'intérimaire et son employeur. Oui, mais c'est quand même une question intéressante, hein, parce que lorsque l'intérimaire arrive et qu'il a des collègues, peut-être qu'on lui demande beaucoup plus de travail que les collègues qui sont là, qui sont personnels directs de l'institution et qui sont peut-être mieux payés que lui. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément des sources de démotivation dont vous avez relevé tout à l'heure? Oui, oui, j'ai parlé de ça, mais après, la société d'intérim, c'est à lui de bien gérer la motivation de ses employés. Ok. Il peut, par exemple, négocier avec le client pour qu'il y ait des accompagnements en interne, qu'on prenne en compte aussi les intérimaires au même titre que les titulaires pour certains avantages, par exemple. Parce que ils sont tous deux exposés au même risque. Hein. Je prends par exemple le cas d'une banque où il y a les travailleurs titulaires, les intérimaires. En cas de braquage et autres, tout le monde est exposé. On peut pas. Exactement. Hein. Voilà. Et les intérimaires, quand vous prenez par exemple les agents de collecteurs, ils sont exposés au braquage, aux accidents, hein. Ils sont tout le temps opérationnels, donc il faut en tenir compte. Alors, il y a quand même notre ami Pascal qui revient, qui vient savoir, pour qu'une main-d'œuvre intérimaire soit vraiment utile à l'IMF, il faut quand même que cette main-d'œuvre maîtrise le contexte de l'IMF. Comment pourrait-il être opérationnel aussitôt? Alors, il pose le fait que si vous ne connaissez pas l'institution, vous ne pouvez pas débarquer et commencer par travailler, bien travailler rapidement. Comment gérer ça, ce besoin de maîtriser, de connaître l'institution? Oui, je suis d'accord. J'en ai parlé un peu des risques là, où j'ai parlé de non-implication ou faible implication du personnel intérimaire. En fait, ce qu'on fait, c'est que on constitue un vivier, d'accord, de gens potentiellement déployables en grille au sein de la société climat. Donc, pendant cette phase-là, ils vont auprès du client, ils prennent connaissance des réalités, ils vont suivre des formations, surtout s'il y a des applications spécifiques à étudier à tel ou tel poste. Donc, il faut une certaine immersion. Et le client finit par dire oui, ce candidat, on peut le valider pour qu'il commence les intérêts. Donc, il y a un travail en amont qui se fait d'abord en termes de formation, en termes d'immersion, avant qu'il ne soit effectivement déployé. Donc, on peut dire qu'il y a une période d'essai. Il y a une période d'essai avant que l'intérimaire soit complètement opérationnel. Oui, une période d'essai officieuse. On ne se lève pas un matin pour envoyer le gars en entreprise.
Okay. C'est un travail qui se fait en amont. Ok. Alors, il y a M. Toïssé, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez la reformuler? Alors, voilà la question très intéressante de notre ami Gérard Igolo Mbati. Est-ce que tous les postes, il faut faire recours à l'intérimaire dans un SFD? Exemple, au poste du DG d'un SFD. Généralement, ce n'est pas tous les postes qu'on externalise. Il faut faire attention. Le poste de DG, c'est un poste de responsabilité de décision. D'accord? Et moi, si j'ai une société, je ne veux pas mettre l'intérimaire comme DG. Le DG, c'est lui le décisionnaire, c'est lui le responsable, c'est lui qui prend les grandes orientations. Donc, on ne peut pas compter ça à l'intérimaire. Il y a des postes clés qu'on ne confie pas, qu'on n'externalise pas. Il y a des postes clés. Je crois qu'il revient à chaque SFI de voir au regard de la sensibilité des postes à ne pas externaliser. Le poste de gérant, c'est un poste de décision, c'est un poste de responsabilité. On peut externaliser collecteur d'épargne, on peut externaliser agent de crédit, on peut externaliser je sais comment, ressources humaines, mais les postes clés comme gérant, il faut faire attention. Ok, oui, c'est bien sûr que c'est des postes stratégiques, il ne faut pas être externalisé parce que l'engagement institutionnel est important, l'adhésion aux valeurs de l'institution sont importantes. Mais si on fait un parallèle avec les administrateurs provisoires qu'on met à la tête des institutions, c'est des intérimaires. Hein. Généralement, ils sont envoyés par la Banque centrale et ils rencontrent à la Banque centrale. Donc, normalement, leur rémunération aussi dépend de la Banque centrale. C'est bien fait. Alors, il y a notre ami ici, les administrateurs provisoires, ils sont venus pour régler un problème. Exactement. Comme un intérimaire, les collègues d'épargne aussi. Hein. On peut faire ce parallèle. Oui, c'est intéressant. Oui. Il y a notre ami Toïse a levé, Béanzin, levez la main, je vous donne la parole. Allez-y, monsieur Coco Béanzin, activez votre micro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Fonton. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Très bien, parfait, excellent. Alors, tout d'abord, je remercie notre intervenant pour le fait qu'il nous éclaire sur cette thématique qui est très cruciale et qui permet toutefois aux IMF de mieux assurer leur gestion de personnel en ce qui concerne notamment l'intérim. Alors, dans ce cas espèce, nous avons la pleine pertinence qu'en cas de congé de maternité ou payé, par exemple, des prédispositions nécessaires sont prises au préalable au sein de la structure pour l'assurance d'un intérim adéquat, qualifiant et répondant ainsi aux attentes de l'institution. Alors, dans le cas échéant d'un arrêt brutal ou inopiné d'un salarié qualifié pour des raisons diverses inhérentes à l'intérim, par exemple, quelle est l'adéquation idoine et afférente qui serait de mise afin de procéder à une meilleure gestion de l'imprévisible? C'est là ma question. Je ne sais pas si vous avez bien cerné le sens de ma question. Oui, je pense que… Qu'est-ce que vous appelez gestion de l'imprévisible? Gestion de l'imprévisible, c'est-à-dire au cas où il s'avère qu'un agent qualifié de la structure est confronté à une problématique d'ordre sanitaire, par exemple, et cela est matérialisé par un arrêt brutal et inopiné de sa profession, du travail. Alors, dans ce cas espèce, quelle serait la stratégie efficace qu'une institution de microfinance pourrait mettre en exergue afin de mieux résoudre ce cas imprévisible? Ok, merci. Je pense que Raoul en a parlé. L'agence d'intérim, lorsque vous avez recours à un intérimaire, on a une agence d'intérim, il vous assure la présence de l'employé, même quand ce dernier est confronté à des problèmes qui l'empêchent de venir au boulot, il est automatiquement remplacé. Et vous avez le service
de manière permanente, 12 mois sur 12. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'organise au niveau des agences d'intérim. Si Raoul peut nous donner comment vous vous organisez pour que lorsque un intérimaire que vous avez placé dans une institution est malade ou est en congé, automatiquement son remplacement est réalisé, est fait. Oui, en fait, le tout dépend des conditions contractuelles, des clauses contractuelles. On assure la pérennité du poste, d'accord? Et par exemple, on négocie avec la société client, d'accord? Pour que le salaire, je veux dire l'indemnité de congé, soit prise en compte. Vous voyez? Donc, en cas de départ en congé, puisque le client paye déjà pour ça, on assure la continuité du poste. Donc, on trouve quelqu'un d'autre qui continue à faire le travail. Et pareil, en cas d'indisponibilité, arrêt maladie, quelques jours, on s'assure qu'il y a en permanence quelqu'un d'autre qu'on appelle le remplaçant qui vient pour continuer l'intérieur. D'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand on a parlé de gains, de moindre coût du recours à l'intérim, je pense que la question du salaire a été posée. Ourou voudrait voir qu'en dehors du fait que peut-être que l'intérimaire ne gagne pas le même salaire que les permanents de l'institution, quels sont en dehors du coût de processus, qu'est-ce qui permet vraiment de gagner, que le recours à l'intérim soit vraiment profitable à l'institution? En dehors des coûts de processus, comme le processus de recrutement, ainsi de suite, qu'est-ce qui permet aussi en dehors d'un moindre, d'une rémunération moindre, d'avoir des gains au niveau. Et on a vu au niveau de l'impact stratégique. On a vu que si plus vous avez moins de charges, plus votre surface est importante, plus vous créez des agents, plus vous recrutez du monde, plus vos actions portent et plus vous êtes proche des communautés et donc plus vous faites des bénéfices. Donc c'est comme un effet boomerang, quoi. Vous avez moins de charges, donc vous pouvez vous permettre de créer des agences, de recruter beaucoup plus d'agents. Par exemple, pour un même budget, vous pouvez recruter 5 intérimaires, alors qu'avec ce même budget, c'est peut-être 1 ou 2 titulaires que vous pourriez recruter. Donc, plus vous avez du personnel, forcément, plus vos activités sont étendues, plus vous êtes proche de la clientèle, plus votre part de marché augmente, et donc plus vous faites des bénéfices que vous redistribuez aux clients et vous garantissez ainsi la fidélité de tout ce système. Il y a un aspect peut-être qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, c'est la formation des intérimaires. Qui s'en charge? Et comment c'est organisé? Parce qu'il y a peut-être des process qui évoluent, il y a des besoins de maîtriser des nouvelles technologies. Qui s'occupe de la formation des intérimaires? Alors, la formation, elle est à deux volets. Il y a la formation métier. Formation métier, formation que l'employeur, c'est-à-dire la société d'intérim, veille à donner à son personnel pour qu'il soit toujours apte à délivrer ce à quoi on s'attend en termes de gestion de carrière, en termes de développement professionnel. Maintenant, il y a les formations internes sur les différentes applications, sur les différents process que le client donne aussi à ses intérimaires. Parce que pour leur permettre de bien faire le travail, il faut bien qu'ils maîtrisent les applications, les logiciels, les process. Et donc, ces formations-là sont délivrées sur place par la société bénéficiaire, c'est-à-dire la cliente. Ok, donc ça veut dire que la formation continue des intérimaires est assurée par la société d'intérim. C'est-à-dire, je prends par exemple la gestion du crédit. Si vous êtes intérimaire agent de crédit, celui qui vous forme de manière continue à maîtriser le processus de crédit, c'est votre agence d'intérim. Exactement. Maintenant, si au sein de la société bénéficiaire, la cliente, on veut déployer Perfecto ou bien, je ne sais pas moi, Sage, la formation se fait sur place et est assurée par le client.
Donc, un des gains potentiels alors aussi de recours à l'intérim, c'est aussi la formation, hein, parce que la formation, quand même, c'est un élément important et on sait combien de fois c'est difficile aujourd'hui pour les institutions de former les gens de manière continue avec des ressources propres. Alors, ça, c'est Oui, aussi un gain de voir qu'on va vous faciliter le renforcement des capacités de votre personnel sans que vous ne participez réellement à ça. oui, parce que la société d'intérim, pour garantir qu'il répond, il remplit normalement sa part du contrat, c'est-à-dire qu'il déploie du personnel qualifié, il lui faut assurer la formation de ses ressources. Il ne faut pas qu'il envoie une ressource intérimaire que le client retourne pour insuffisance peut-être, voilà, ou incompétence, c'est pas bon. Il faut pouvoir garantir la formation continue. D'accord. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. On n'a pas de questions, il y a d'autres questions, je n'ai pas de questions dans la boîte chat, dans la boîte à questions, je n'ai pas de main levée. Est-ce qu'on peut dire que nous avons essayé de faire le tour? Comme vous le savez, c'est un sujet, c'est une thématique nouvelle au niveau du secteur de la microfinance et nous sommes engagés à discuter de ces genre de choses pour permettre de bien les comprendre et comment les utiliser. Je sais qu'il y a des institutions qui sont déjà engagées, mais il y a d'autres peut-être qui hésitent encore. Il y a toujours moyen d'essayer pour quand même réduire les coûts parce qu'une des difficultés que nous avons dans le secteur, c'est la maîtrise des charges. Et les charges les plus importantes, c'est souvent, en dehors des provisions, bien sûr, c'est souvent les charges liées au personnel. Et il y a Umbati qui voudrait parler, je vais lui laisser la parole. Activez votre micro. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Il y a une partie où il avait abordé la responsabilité de la société utilisatrice. Oui. Et je suis en train de me demander s'il arrivait où, après le recrutement ou bien la mise à disposition de la société de recrutement, là, la société d'intérim à une société utilisatrice, et on constate que le travail mis à disposition n'a pas la qualité qu'il faut, ou bien dans le passé, on a eu des informations sur lui qu'il est de mauvaise foi. Quelles seraient alors les responsabilités de la société utilisatrice de pouvoir décliner l'offre que la société d'intérim a mis à sa disposition? Je voudrais Alors, Raoul, oui. lorsque une société d'intérim met à disposition un personnel incompétent, comment ça se passe? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé du processus d'intégration où on met le personnel d'abord à disposition comme dans une sorte de période d'essai et après la société utilisatrice valide avant qu'on lui laisse les ressources humaines à disposition. Alors, lorsque on fait le point, on voit que la personne n'arrive pas à répondre aux exigences du poste, comment ça se passe chez vous? Enfin, la règle qui veut que le client soit roi continue de prévaloir, même dans ce cas. Le client va juste faire un rapport à la société d'intérim et demander qu'on change. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ok. Et il y a Bernardin Atangui quand même qui fait un commentaire ici. Il dit, au fait, généralement, l'intérimaire dispose d'une expérience en la matière. C'est ce service qui fait qu'il vient à la société d'intérim et qui le met à la disposition de la société utilisatrice. Donc, pour Bernardin, en fait, c'est que les sociétés d'intérim ne recrutent pas n'importe qui. Si vous n'avez pas une compétence, vous n'avez pas une expérience, vous n'allez pas pouvoir être recruté. Parce qu'effectivement, ce que cherchent les institutions, quand elles font recours à l'intérim, c'est quelqu'un d'opérationnel rapidement. Au lieu de prendre quelqu'un, de le former pendant longtemps avant qu'il ne soit vraiment au top, ils ont la possibilité d'avoir à moins de coût des expériences intermédiaires, des expériences seniors qui vont rapidement les aider à régler les problèmes. Oui, mais c'est qu'il y a aussi les cas où la société d'intérim est obligée d'anticiper. D'accord? Il identifie de potentiels intérimaires qu'il met dans son circuit de formation. D'accord? Et qu'il rend apte à répondre à des besoins sur le terrain. Donc, ce n'est pas toujours qu'on recrute des gens expérimentés. Hein. Il y a des gens qu'on recrute qui ne connaissent rien du domaine. On met dans le circuit de formation, on les forme au métier, on les forme aux produits et services et progressivement, ils deviennent aptes à répondre. Donc, c'est un peu des deux, quoi. C'est un peu des deux.
Ok, merci. Il y a le doyen Traoré qui voulait intervenir. Je lui laisse la parole. Activez votre micro. Monsieur Traoré, activez le micro. Monsieur Traoré, activez le micro. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir, doyen. Bienvenue Vraiment, à notre webinaire. c'est tout un plaisir. J'ai tout le temps fait le programme d'assister à tes webinaires, mais aujourd'hui, là, C'est bien, le plaisir est partagé. je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Et ce sujet m'a tellement intéressé parce que, en réalité, la FESECAM Bénin est vraiment cette expérience depuis de très longues années, plus d'une décennie, dans l'utilisation de ces services d'intérim-là. Je sens que c'est la partie qui a le plus intéressé les gens parce que c'est ça qui est d'actualité dans le cadre de la maîtrise des charges, maîtrise des coûts. Les institutions font vraiment recours à ce service d'intérim. Et en réalité, ce personnel qui est mis à la disposition des institutions, des fois font du bon travail. Ils font du bon travail et c'est une chance pour ces derniers d'être recrutés définitivement dans ces structures. Bon, en ce qui concerne leur capacité de pouvoir tenir par rapport aux tâches qui leur seront confiées dans les institutions, il faut dire que, comme M. Yakpaya le dit très clairement, on ne peut pas former les agents intérimaires à tous les métiers, ce n'est pas possible. On ne peut pas les former à tous les métiers. Et quand ils atterrissent dans les institutions, le poste pour lequel il a été recruté, l'institution d'accueil a l'obligation de lui faire une formation d'intégration. Il fait une formation d'intégration et maintenant, il faut maintenant une formation spécifique pour le poste qu'il doit occuper. Donc, c'est exactement comme ça se fait. C'est le problème aussi des cas de malversation qui m'a aussi intéressé. C'est un problème très délicat. Quelles que soient les dispositions que vous prenez avec le fournisseur, souvent, la responsabilité, comme on le dit, revient au fautif, parce qu'on ne peut pas dire au fournisseur de prendre un engagement pour rembourser les indélicatesses ou les détournements que l'agent mis à disposition va occasionner à son coût. Ce n'est pas possible. Donc, dans la ceinture, dans le contrat, il est souvent notifié clairement que c'est l'agent qui sera responsable de tous les déconvenus qui causeraient en défaveur de l'institution d'accueil. Donc ça, c'est clair. Nous, on a connu des cas comme ça, plein. Ils viennent, ils pensent que tout est facile, surtout pour les bains planifiés, comme tu le connais très bien dans le réseau FESECAM. Oui. Les gens qui ouvrent des cahiers de collecte de manière parallèle. Ils ont pour l'institution, ils ont pour eux-mêmes. Et c'est fini, la vie commence. Mais tout compte fait, au finish, on finit toujours par les épingler. Et il faut, pour vraiment minimiser ces cas, il faut renforcer le système de coûts. Okay. Surtout à ceux-là, ces agents d'intérim, ils savent qu'ils n'ont pratiquement pas beaucoup de choses à perdre. Hein? Tout à fait. Il y a des gens qui disent, bon, je suis là pour un temps, même si on me renvoie ici, je pourrais aller ailleurs.
C'est très important, il faut un encadrement sérieux. Ne pas vraiment, voilà. Donc, quelques conseils, c'est par rapport à ça. Et aussi, il faut noter que dans le cadre de la gestion de ces intérimaires-là, les institutions doivent beaucoup vraiment faire attention parce que il y a d'abord l'institution doit être d'abord sérieuse parce que c'est le népotisme qui souvent... Oui. Comme il n'y a pas de boulot, le responsable Voilà. de l'agence d'intérim, il met ses proches dedans. Exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment tabler sur vraiment la capacité d'utiliser au maximum cet intérimaire-là. Pas pour l'insquinter, hein, mais pour quand même avoir le maximum et le libérer au temps opportun. S'il est bon, on le retient. Ça a été la porte d'entrée pour beaucoup d'agents. Beaucoup. Les gens qui sont devenus, qui sont à de très grands postes aujourd'hui. Ça a commencé avec crédit, avec éducation aussi, non? Mais c'était pas exactement. Ça. Bon, pas éducation. Éducation, là, ça n'a pas été... c'est des recrutements directs, mais avec des contrats CDD. CDD. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Et monsieur Yakwa, du courage à vous. Merci. Je pense que vous avez... C'est une session très importante dans la vie d'une société, toute autre structure, quelles que soient les dispositions que vous mettez en place, si la gestion des ressources humaines n'est pas efficace, vous êtes voué à l'échec. C'est carrément le poumon, d'autres disent le cœur, c'est carrément le cœur de l'entreprise et des dispositions qui doivent être prises. Quel que soit le recrutement qu'on fait, on doit être très exigeant. Merci beaucoup, doyen, pour ce partage d'expérience, ce témoignage pour montrer quand même que c'est intéressant de recourir à l'intérim, mais il faut avoir des exigences et réellement se fier à des acteurs, à des sociétés d'intérim très compétentes, mais aussi être exigeant avec les intérimaires qu'on va vous mettre à disposition. Alors, il y a M. Noum, je vais lui laisser la parole. Monsieur Noum, allez-y. Activez votre micro. Monsieur Noum, activez votre micro. Ok. Alors, bonsoir, vous me recevez? On vous reçoit très bien. Merci beaucoup. Je remercie le formateur et toute son équipe. J'ai quelques inquiétudes par rapport à l'efficacité des intérimaires, notamment sur les postes de caissier et des contrôleurs ou des inspecteurs, où il faut maîtriser les procédures de l'institution et les documents qu'il faut remplir aussi, notamment au niveau de la caisse. Alors, voilà que l'intérimaire, c'est quelqu'un qui vient, qui est devant, si c'est un seul mois. Alors, est-ce que la courte période-là va lui permettre de maîtriser le remplissage des documents afin d'être efficace pour être utile et apporter plus-value à l'institution. Utilisateur et inspecteur, là, tu vois, c'est une question de procédure. Voilà qu'on met un peu de temps avant de maîtriser les procédures. Moi, j'ai des inquiétudes sur l'efficacité des intérimaires dans le poste, au niveau des postes d'inspecteurs ou de contrôleurs dans les IMF. Donc, si le formateur ou quelqu'un pourrait me donner quelques éléments qui peuvent quand même dissiper un peu mes inquiétudes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nou. Je pense que mon animateur, Raoul, il n'est plus là, il a quitté. Je pense que ça doit être des exigences du travail. Mais je voudrais vous rassurer, hein, comme le doyen Traoré vient de le dire,
Il faut de l'exigence, mais il faut un processus. Ce n'est pas que parce que vous avez besoin d'intérim, on vous envoie n'importe qui et ça ne peut pas travailler. Il faut des processus, il faut des formations au niveau de l'agence, de l'institution qui veut utiliser les intérimaires, mais il faut aussi des formations en amont. Donc, on vous met à disposition des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent facilement s'approprier rapidement vos documents internes. Mais vous avez aussi le regard d'évaluation de ce qu'ils produisent comme travail avant de vraiment pouvoir l'utiliser sur le long terme. Si on vous met à disposition quelqu'un qui n'est pas compétent, qui ne vous donne pas satisfaction, vous avez la latitude de ne plus recourir à lui, de le faire savoir à son agence d'intérim. Donc, les doutes, c'est vrai, c'est un truc, c'est une habitude qu'on n'avait pas avant, c'est une nouvelle habitude qui commence par faire ses preuves ailleurs et qui petit à petit va se généraliser très bientôt au niveau de toutes les institutions. Et nous, notre ambition avec ce webinaire, c'est de discuter la question avec vous et de voir comment lever les inquiétudes. Je pense que c'est ce que nous voulons faire. Alors, monsieur Awandinou, pour lui, les formations qui sont données par l'agence d'intérimaire vont être des formations théoriques. Bon, je pense que c'est peut-être lié un peu à la réserve qu'il a par rapport à l'intérim. Sinon, on peut former, c'est comme la formation dans les écoles. Hein. Les gens, tous ceux qui font du crédit aujourd'hui n'ont pas appris peut-être à l'école. Ils ont été formés avant de le faire. C'est la même chose. Vous allez être formé pour faire quelque chose, on vous évalue. D'accord? Donc, la formation théorique qui est donnée par l'agence, que vous appelez théorique, qui est donnée par l'agence d'intérim, peut être complétée, comme l'a dit Raoul, par les formations spécifiques au sein de l'institution. Et Raoul a bien montré que l'institution a cette obligation de donner les minimums de connaissances aux intérimaires pour qu'ils puissent bien agir, interagir avec l'institution, ses processus internes, ses documents, ainsi de suite. D'accord? Donc, les cas de triche dont vous parlez, je pense que M. Traoré a confirmé, c'est lorsque, par exemple, un agent vole, on ne peut pas rendre responsable l'agence d'intérim qu'il a mis à disposition. C'est pourquoi, comme l'a dit M. Traoré, la responsabilité, c'est le voleur qui est responsable du remboursement de l'argent qu'il a volé. Et bien sûr, on doit faire au niveau des institutions, en attendant peut-être que l'argent soit remboursé par le voleur, on doit avoir des dispositions de provisionnement qui facilitent un peu ce genre de choses. Et c'est des choses qu'on fait parce que aujourd'hui, ce n'est pas les intérimaires seuls qui volent. Avant le recours à l'intérim au niveau des institutions, c'est le personnel permanent qui vole. Et on a beaucoup de cas de vol déjà. Les intérimaires présentent un autre risque, y compris le risque de vol. Donc, les processus qu'on a en interne pour gérer les cas de vol, ces processus s'appliquent aussi aux intérimaires. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous l'a envoyé qu'on va se défausser sur cette personne. Hein, aujourd'hui, il y a des caissiers qui volent, il y a des agents de crédit qui volent, il y a des fraudes au niveau des trésoreries des institutions. On sait tout ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de choses spécifiques à créer parce que c'est des intérims, parce que c'est quelqu'un qui le met à disposition. Mais la responsabilité de l'agent est première en cas de fraude, en cas de vol. Alors, le doyen Madou veut intervenir aussi. Je vais lui donner la parole. Allez, doyen Madou, allez-y. Oui, je suis en phase maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Allez-y. Donc, je voulais intervenir par rapport à l'aspect formation des agents intérimaires. Oui. Je pense que ce que je connais, c'est co-organisé par la société d'intérim avec la société d'instruction bénéficiaire. Et cette formation en grande ligne, ça porte sur, et pourquoi pas, disons, la connaissance de l'institution qui doit bénéficier du service et ses principes et ses principales règles. Et ça aborde les procédures se rapportant à chaque fonction. Donc, si c'est pour des agents de crédit, tout le processus de crédit de l'institution est déroulé. Et concomitamment avec les agents de l'institution, c'est eux-mêmes qui animent. Donc, ça se passe des fois sur 2 jours, 3 jours, et il a la prise en main. Et ce n'est qu'après ça qu'il a un pool. C'est ceux qui ont bien suivi cette formation qui sont retenus dans le pool d'agents en attente. Et lorsque le besoin se fait sentir, on pue dans cette liste. Okay. Donc, c'est pas une formation d'ordre général. Raoul en a parlé aussi que
On n'attend pas des demandes spécifiques avant de recruter des agents au niveau des agents d'intérim. Ils ont déjà un pool et qu'ils l'opérationnent dès qu'il y a des demandes par rapport à ça. Allez-y. Voilà. Donc, c'est basé sur vraiment les procédures de l'institution et lié à chaque poste. Donc, l'inquiétude doit être dissipée à ce niveau. OK. C'est ce que j'ai noté pour la plupart. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Depuis Parakou. Le doyen est maintenant l'administrateur provisoire de ACF à Parakou, donc il nous parle depuis Parakou. Et surtout, on le remercie pour l'intérêt qu'il a pour nos activités. Il est un de nos experts formateurs dans nos ateliers de formation en ligne sur la comptabilité. Et il était le premier même à animer cette année. Et depuis qu'il a lancé la vague, on a toujours des inscrits. Merci beaucoup pour la chance que vous nous avez apportée. D'accord, merci. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions. Alors, vous aurez tous les documents, toute la présentation de Rallon vous sera envoyée. Alors, je voudrais rappeler que notre prochaine activité, c'est notre atelier de formation en ligne sur la gestion du relation client et la qualité de service. D'accord? Et nous aurons l'opportunité de bénéficier d'un expert formateur qui est un Malien, mais qui a de l'expérience dans beaucoup de pays, y compris le Canada. Il est un des experts DID en matière de relations, de gestion de relations clients. Donc, il va partager son expérience. Nous, notre ambition, notre devise à FSH Expertise, c'est toutes les expertises à votre portée. On vous amène des experts de haut niveau et on vous permet de pouvoir bénéficier de leurs expériences à moins de coûts. Donc, ça fait 20 000 francs CFA, soit $40 US. Donc, vous pouvez suivre cet expert qui offre des formations dans beaucoup de pays, au Canada, au Mali, au Burkina, partout, en payant seulement 20 000. Donc, nous espérons que vous allez répondre rapidement à notre invitation et vous inscrire pour participer à cette formation. La date limite d'inscription, c'est le 30 juin. La formation même aura lieu le 1er juillet 2021 à partir de 14h30, soit 15h du Bénin, 16h du Congo, 14h du Burkina et du Mali. Nous comptons sur vous et comptons sur votre participation massive. Alors, nous vous invitons à nous suivre sur nos différents canaux. Nous sommes présents sur Facebook, FSH Expertise. Nous sommes présents sur LinkedIn, FSH Expertise. Nous avons aussi notre chaîne YouTube, FSH Expertise aussi. Vous pouvez aussi nous suivre sur WhatsApp, 97 plus 221 95 74 12 16. Nous diffusons toutes nos informations sur ces différents canaux. Merci à vous. Je vous envoie dans vos boîtes chat déjà la fiche, la liste, le lien pour s'inscrire à notre formation en ligne, notre prochaine formation en ligne. Et nous espérons que vous serez aussi nombreux comme par le passé, à cette formation. Voilà, le lien est partagé. Nous allons vous envoyer très bientôt le support, mais vous pouvez aussi bénéficier vous pouvez suivre la vidéo sur nos pages Facebook ou sur YouTube. Nous allons vous envoyer le lien pour que vous puissiez regarder. Merci beaucoup, merci au doyen, merci à M. Traoré, merci aussi à Oumou, depuis Burkina. Merci à Ourou, merci à Gérard Igolo, merci à Bernardin, Justine qui n'a pas parlé aujourd'hui. Et merci aussi à monsieur. Nous est de Parakou, il n'est pas de Burkina. Non, je parle de Oumou Touré qui est à la CIF maintenant. D'accord. Que j'ai eu l'occasion de connaître au Mali, à Mopti. Sévaré Mopti. Merci et à très bientôt. Bonne soirée à vous. Bye.